Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans notre émission Femmes ou Vézir. Une émission réalisée, conçue, construite par l'équipe de Culture Égalité, toutes les féministes de Culture Égalité, et bien entendu avec la grande collaboration. Et on remercie encore Zouk TV d'être là, Manuela, toujours pour nous accueillir. Manuela, oui, exactement, Manuela. Et aussi tous les techniciens qui sont là pour réaliser cette émission. Merci beaucoup et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir. Alors cette émission, Femmes ou Vézir, cette 4e édition, bien entendu, sera consacrée au 8 mars. Ça, c'est une obligation. Bientôt, la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Alors là, nous avons choisi 2 thèmes pour ce 8 mars. La question de la féminisation du langage et aussi l'hypersexualisation et la pornographie. Alors bien entendu, l'année dernière, nous avons commencé notre 8 mars sur la féminisation. Alors pourquoi? Parce que nous en avons quand même un petit peu assez de toujours entendre « Bonsoir à tous ». Les femmes sont complètement invisibles dans le langage et tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui n'est pas nommé ne se voit pas. Alors nous sommes un petit peu... N'existe pas. C'est-à-dire que dans le langage, les femmes sont complètement absentes du langage. Alors nous voulons encore et le dire, qu'il faut que tout le monde puisse enfin dire que la domination masculine, si elle pouvait ne pas aussi passer par le langage, mais c'est une réalité. Et que nous toutes et nous tous, nous devons essayer de féminiser ce langage pour que nous soyons visibles. Alors l'hypersexualisation, c'est le 2e thème de notre 8 mars cette année. Mais avant de commencer sur ces thèmes qui nous intéressent, que nous allons développer tout au long de cette journée, nous allons quand même vous dire les 2 rendez-vous importants que nous avons pour le 8 mars. Alors tout d'abord, dès le samedi 28, nous vous invitons au Carnet de l'égalité qui se déroule à l'espace Camille Darcière sur comment en parler à vos enfants, comment les aider à se construire. Le samedi, c'est bien ça, 28 février à 17h30 à l'espace Camille Darcière. L'espace Camille Darcière, c'est l'ancien tribunal. Alors venez-y à Fort-de-France, nous aurons du théâtre forum, nous aurons des experts, des gens qui vont nous aider un petit peu à comprendre ça, parce que c'est bien de dire, de dénoncer, de déclarer, mais c'est quand même important de savoir comment nous allons accompagner nos enfants. Et puis le 2e rendez-vous, bien entendu, le samedi 7 mars, à la rue Piétonne, ça c'est rendez-vous obligé. Et là, une grande surprise vous attend. Donc venez et voir un petit peu ce que nous allons vous présenter. Alors vous pensez que l'égalité des femmes est acquise? Eh ben, on verra. Alors donc à samedi, nous avons 2 samedis, 2 rendez-vous, ce samedi 7 mars et le 28 et le samedi 7 mars. Donc à bientôt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons comme d'habitude, notre billet d'humeur et nous passons la parole tout de suite à Géraldine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc alors je préviens tout de suite, le billet d'humeur est salé. Là les 3 elles ont l'air détendues mais elles sont totalement crispées. Et il va y avoir 3 fois le mot baiser. Donc je préviens tout de suite. Voilà, je commence. Alors comme vous le savez maintenant, enfin en tout cas ceux qui regardent, nous les féministes de Culture Égalité, nous avons décidé de questionner les rapports hommes-femmes, de questionner le monde dans cette émission. Alors le but de la rubrique billet d'humeur est donc de poser chaque mois une question fondamentale qui vous éclairera sur ce que c'est que le féminisme. Alors pour commémorer le 8 mars, la journée de lutte pour les droits des femmes, mon billet sera consacré donc au féminisme et plus précisément à la question « Qu'est-ce qu'une féministe ?» Alors nous commençons. Une féministe est-elle une femme qui pense que pour une fois le masculin a été bien employé et que les hommes seuls descendent du singe? Non. Nous les féministes, nous savons que nous aussi nous descendons du singe. Mais nous constatons que les machos ont une certaine tendance à vouloir y remonter vers le singe, je veux dire. Alors, tu es un peu fort. Oui, mais enfin bon, allez, c'est le début là, je suis soft. Alors, attends, ça se complique après. Alors, un féministe est une femme qui déteste les hommes.
hommes, pas du tout. Pas du tout, sauf, bon, à part un petit incident, le 3e samedi du mois, samedi prochain donc, enfin samedi qui arrive, où nous égorgeons un homme vierge dont nous buvons le sang en chantant des incantations à la déesse Castrator. Mais à part ça, je vous assure, nous sommes très fréquentables, messieurs. Après, une femme qui déteste les hommes, non, on bu leur sang le samedi. Les féministes, c'est une femme aigrie et mal baisée. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur mal baisée. Nous ne sommes pas mal baisés. Nous, c'est le premier, j'ai annoncé, moi que je l'ai dit 2 fois là. Nous avons juste affaire à des mauvaises langues. Alors, c'est pas vrai, alors là, des choses, allez, bon, allez. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, si vous êtes des âmes pures. Alors, une féministe est une femme assez bête pour considérer qu'être traitée comme une princesse par un homme qui l'entretient, c'est mal. Eh bien, là encore, je m'insurge en faux. On n'a aucun problème avec la princesse. C'est le crapaud qu'il faut embrasser à intervalles réguliers qui nous pose un petit problème. Encore une fois, la féministe est censée être une femme pudibonde, une espèce de qui est contre la prostitution. Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle va vous dire ? D'ailleurs, je me permets de rapporter une initiative des féministes bulgares. Alors donc maintenant, quand on se promène dans certains endroits de Bulgarie, on peut voir sur les panneaux des autoroutes féministes gentilles, maison de prostitution. Oui, je sais, il faut bien gagner sa vie. Alors, donc l'homme qui voit ce panneau se dit, bah oui, il faut quand même, on manque d'argent, ils ont besoin d'argent pour faire leurs actions. Ah bah oui, ça coûte cher. Donc voilà. Donc elles ont eu cette initiative. Donc l'homme qui voit ça sur ce panneau se dit, des féministes, maison de prostitution, allons voir. Donc il suit les panneaux, il y en a plusieurs sur la route. Et là, il arrive sur un parking devant une espèce de simili-château, c'est toujours le même principe. Où il y a écrit féministe gentille, maison de prostitution. Il sonne, tout est moustillé, là, une jeune femme assez accorte, en jean et en tennis, enfin et en t-shirt noir, il faut quand même pas exagérer, lui féministe, elle lui ouvre la porte et elle lui demande très gentiment, mais monsieur, que pouvons-nous faire pour vous? Et là le monsieur dit, j'ai vu vos panneaux dans l'autoroute et je me dis que je viens faire affaire, quoi. Bon, très bien monsieur, dit la jeune femme accorte sans se démonter, suivez-moi. Et elle l'emmène à travers une série de couloirs, donc voilà, il se perd un peu, et là elle s'arrête devant une porte et elle dit frappez. Donc l'homme frappe, une autre femme encore plus jolie, alors là elle a, bonsoir monsieur, elle a à la main une petite boîte, au sommet il y a une fente, il n'y a pas de jeu de mots, et elle lui dit voilà, ce sera 50 €. Vous allez voir l'expérience de votre vie. Donc l'homme hésite un instant, bon c'est des féministes quand même, il se méfie, mais bon en même temps elle est sympa, et puis bon il dit 50 €, bon donc ils ordent 50 €. Et on lui dit, alors maintenant, vous continuez tout au bout du couloir, c'est un peu long, tenez-vous au mur, et là vous allez arriver devant une grande porte en bois et vous allez voir l'expérience de votre vie. Donc l'homme se précipite, délesté de 50 €, vers la grande porte en bois, et là il ouvre la porte se referme derrière lui, et il se retrouve sur le parking où il y a un panneau qui lui dit, merci pour votre participation, vous venez de vous faire baiser par des féministes. Donc tout ça pour dire que non, nous ne sommes pas contre la prostitution sous certaines conditions. Et pour finir, une féministe, on dit que les féministes sont des femmes qui veulent diriger le monde, pas du tout. Les hommes sont lâches, menteurs, arrogants, et ben nous, on veut juste être leur égal, merde alors. Je vous remercie. Merci Géraldine, vraiment, bon, j'espère que là, Zouk-TV ne voudra plus de toi sur l'écran, voilà, c'est ça. Bon. Donc là, nous allons aborder des questions sérieuses, l'histoire du 8 mars. C'est vrai que cette journée internationale des droits des femmes, pas la journée de la femme, la journée internationale des droits des femmes, de lutte des femmes, nous allons voir un petit peu comment les choses se sont passées depuis le 17e siècle, 18e siècle. On commence quelle année? On commence à la fin du 18e siècle. À la fin du 18e siècle, merci. Nous allons aborder aujourd'hui l'histoire du 8 mars. Tout de suite, nous allons voir ce petit diaporama qu'on a conçu pour vous dire un petit peu comment ce 8 mars est arrivé un petit peu, pourquoi cette date existe. Le 8 mars, cette journée n'est pas, comme certains le croient, la journée de la femme, mais la journée des droits des femmes. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par l'allemande Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.
La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Pour information, le 8 mars 1917, c'est une manifestation pacifique des ouvrières de Saint-Pétersbourg qui réclament du pain et le retour de leurs maris partis sur le front. Cette manifestation est considérée par les historiens comme le début de la révolution russe. Après 1945, la Journée internationale des droits des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie par les mouvements féministes des années 70 et la Journée internationale des droits des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire le bilan. La Journée des droits des femmes reste aujourd'hui encore d'une brûlante actualité. Merci. Un petit montage réalisé grâce à Yamina et aussi à Manuela. Merci pour vous. Alors, et là maintenant, où on en est de ce 8 mars, où on en est de l'histoire des femmes, des luttes des femmes, Sylvie? Justement, cette journée du 8 mars, nous allons voir comment dans l'histoire elle était, et encore tout récemment, il est encore très important de la commémorer. Puisque les femmes, tout au long de l'histoire, justement, et comme tous les groupes d'opprimés, doivent lutter pour obtenir des droits et ne croyant surtout pas que les dominants partagent aisément leurs privilèges. D'ailleurs, on l'a vu en 1848, si les esclaves n'étaient pas eux-mêmes montés au créneau et n'avaient pas lutté pour que l'esclavage soit aboli, vraisemblablement qu'ils l'auraient encore attendu longtemps. D'où l'intérêt que les opprimés se mobilisent. Exactement. De plus, tout au long de l'histoire, les responsabilités, les activités des hommes et des femmes sont réparties entre deux grandes familles d'activités. Et le langage et le vocabulaire est important. Aux hommes, les responsabilités publiques, aux femmes, les charges domestiques. Et en plus, on rajoute beaucoup de rigueur morale, ce qui limite encore davantage leur possibilité et d'agir et de se déplacer, de leur liberté en général. Malgré tout, elles se sont quand même battues et elles ont fini par obtenir les droits d'exercer les mêmes responsabilités que les hommes, de bénéficier des mêmes prérogatives, d'être aussi libres que les hommes, prendre des initiatives et aussi du même coup avoir les mêmes droits. Enfin, ceci, c'est dans les textes. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Ça, ce sont les textes. Mais petit rappel historique, on voulait quand même vous parler de quelques personnages femmes très importantes. Par exemple, Olympe de Gouges en 1791, qui a été quand même une des premières femmes à exiger l'égalité entre les hommes et les femmes et le droit de vote pour les femmes, qu'il a payé d'ailleurs très cher puisqu'elle est guillotinée. Elle n'a pas le droit de voter, mais elle a le droit Elle n'a pas le droit de voter, mais elle a le droit d'être guillotinée. De monter à l'échafaud. Voilà. Et puis, on peut parler aussi, plus proche de nous quand même, en 1870, de Lumina Sophie, puisqu'elle était quand même une femme qui a particulièrement lutté contre le racisme, l'oppression et les injustices sociales, donc qui elle aussi l'a payé très cher puisqu'elle a fini au bagne. Au bagne de Cayenne. Cependant, malgré les luttes des femmes en règle générale, les premiers progrès importants se font sentir à partir de après la Seconde Guerre mondiale, où les femmes en 1945 obtiennent le droit de vote. Et pour la première fois, quand même, en 1946, la Constitution, qui est notre premier texte de droit, reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes. 1946, c'est-à-dire moins de 70 ans, il faut quand même s'en souvenir. Et puis, petit à petit, quand même, les choses avancent, parce que les femmes les luttes continuent, effectivement. Les féministes sont de plus en plus au devant de la scène et sont de plus en plus exigeantes. Donc, elles finissent par obtenir au moins cette égalité politique. Et dans les années 60-70, elles luttent beaucoup pour une égalité sociale. Donc, elles obtiennent le droit de travailler, entre autres, et de choisir la profession de leur choix sans l'autorisation de leur mari. En 70. Voilà. C'est le droit, le compte bancaire personnel seulement. L'ouverture d'un compte bancaire personnel sans autorisation du conjoint. Et donc, du coup, le droit de disposer de leurs propres revenus, ce qui est quand même très très important. Ça fait 50 ans. C'est aussi la première période pendant laquelle on reconnaît officiellement à travail égal, salaire égal, d'où la suppression du salaire féminin. Enfin, c'est ce qu'on croit en tout cas. Les luttes se poursuivant, les exigences sont d'autant plus importantes et les femmes obtiennent le droit enfin d'avorter en 1975.
Justement, là, elles se sont particulièrement mobilisées quand même. On se souvient du manifeste des 343 salopes. Un enfant si je veux. Un enfant si je veux quand je veux, le MLF, etc. Donc c'est la loi Veil. Hein. Et c'est là avec la loi Veil. Et voilà. Et voilà, en fait, ça, ce sont la pilule. Voilà. Et ce sont effectivement les grands droits qu'elles obtiennent. Donc, en fait, entre 46 et aujourd'hui, nous avons quand même obtenu, soi-disant, les mêmes droits politiques, l'égalité sociale et le droit de disposer de notre propre corps. Justement, alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On entend beaucoup que l'égalité est acquise, qu'il ne reste presque plus rien à faire, juste quelques petits ajustements, voilà, c'est ça, est absolument impensable, que les féministes sont des emmerdeuses. Voilà. Alors, nous allons maintenant vous donner un certain nombre de chiffres que nous n'avons pas sortis de notre chapeau. Donc, ceux qui veulent peuvent aller le vérifier, vérifier les chiffres que nous allons donner. Donc, nos sources sont l'INSEE, le rapport de Madame Belkacem sur l'égalité hommes-femmes, c'est un rapport qui date de 2013, il me semble. Voilà. Sur Internet, on peut avoir plein de chiffres aussi sur le site de l'Observatoire des inégalités. Il y a le rapport de la Commission européenne sur l'égalité, les rapports de l'ONU, de l'OCDE. Enfin voilà, nous, nos principales sources. Ceci dit, il y en a beaucoup d'autres et nous avons toujours recoupé les chiffres et c'est vraiment pas des chiffres inventés. Donc reprenons. Voilà. Commençons par l'égalité politique, inscrite quand même dans la Constitution. Juste un petit rappel. Nous sommes bien 51% de la population. On est bien d'accord. Tout à fait. Dans une démocratie représentative, on pourrait s'attendre à trouver, mettons que les hommes dominent la situation, donc on va dire 30, allez, 45% dans les grands cas, d'élus femmes. En vrai, Sénat et Parlement confondus, 18% de femmes élues. Voilà. Et alors, en Martinique, un petit bilan quand même sur la Martinique. Où les femmes sont aussi. Où les femmes sont très représentées aussi au Sénat et au Parlement. Voilà, alors roulement de tambour. Alors, en Martinique, nous avons donc, attention Sylvie, 0% de femmes parlementaires. Aucune représentante. Aucune représentante. Alors quand même, pour ceux qui disent oui, en même temps, c'est les circonstances, voilà, il n'y a pas de femmes qui sont présentées. Je leur rappelle juste que, imaginez l'indignation justifiée d'ailleurs des Martiniquaises et des Martiniquais s'il n'y avait aucun élu noir de la Martinique dans aucune chambre représentative française. Ce serait, tout le monde crierait au racisme, à l'horreur, etc. Il n'y a pas de femmes, visiblement, ça ne gêne personne, à part quelques-unes comme nous et certainement quelques-uns aussi, on l'espère. Donc on va prendre quand même un autre exemple sur les communes, puisqu'il y en a quand même 34 en Martinique. Donc voyons voir. Alors sur 34 communes, roulement de tambour, et il y a deux femmes, deux mairesses. Alors, serions-nous, mesdames, des incompétentes, incapables de participer à la vie politique de notre île? Nous pensons, enfin, Culture Égalité, nous ne sommes pas les seuls, que, en fait, probablement que les hommes ne veulent pas laisser le pouvoir aux femmes. C'est difficile de laisser ces prérogatives. Ah bah absolument. Ça, c'était une première chose, mais il y a aussi un frein, c'est que les femmes se présentent peu. Alors aussi, parce que les partis, déjà, leur laissent peu de place, qu'elles ont aussi moins l'habitude de prendre la parole, certainement, en public. Non, c'est parce que et puis qu'elles sont conditionnées, l'éducation, où elles sont confinées plutôt dans des tâches... Comme tu disais au début, aux hommes les responsabilités et aux femmes les charges domestiques. Tout à fait. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Du coup, c'est pas évident. Donc en fait, on les encourage quand même vivement pour faire le premier pas, c'est de rentrer dans les associations, dans les syndicats, de se faire entendre et d'être aux premières loges, parce qu'elles sont souvent en plus les premières à être concernées par ce qui s'y passe. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des droits, il faut qu'elles soient présentes pour que leurs droits spécifiques soient mis en valeur. Absolument. Donc alors on va maintenant, donc on a parlé de l'égalité politique, on a vu ce qu'il en est dans les faits, alors maintenant attaquons-nous à l'égalité sociale, donc normalement elle est acquise, je vous rappelle que le fameux entre autres, travail égal, salaire égal, donc alors 40 ans plus tard, une femme gagne, attention, 27% de moins qu'un homme, et alors là accrochez-vous, le chiffre arrive à 15% dans la fonction publique. Quel progrès! Ah oui, alors vous me direz, absolument, vous me direz en plus dans la fonction publique, mais il y a des grilles,
chère madame, vous racontez n'importe quoi. Eh bien oui, malgré les grilles, avec le fait que la majorité des femmes sont employées, enfin beaucoup de femmes dans la fonction publique sont des vacataires, donc elles n'ont pas droit aux primes. Il y a plein de choses de primes qui ne sont pas distribuées de la même façon. C'est une vraie misère. Absolument. Elles ont le temps partiel. Le temps partiel. Donc voilà, ceci expliquant, parce qu'effectivement le chiffre est vrai. On arrête les contrats au mois de juillet, donc. Pour les vacances, elles n'ont pas de salaire, des assédiques c'est ça, il y a plein d'astuces. Et donc, du coup, les femmes gagnent 15% de moins que les hommes dans la fonction publique, malgré la grille. Donc, voilà. Et puis, il existe un tas de mécanismes très pernicieux pour justifier l'écart des salaires, donc l'inégalité au travail. Et pourtant, les femmes, au niveau scolaire, réussissent quand même globalement bien mieux que les garçons. Absolument. D'ailleurs, en Martinique, les diplômés aux Antilles-Guyane, on va dire, aux Antilles-Guyane, les personnes diplômées Bac+5 quand même, avec des très hauts diplômes. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les garçons. On ne raconte pas, c'est 2 fois plus nombreux. Alors regardons, sur le marché du travail, dans les postes de cadre, regardons un petit peu. Elles sont plus nombreuses, certainement, les femmes. Hein. Ah ben non, alors 71% des cadres sont des... hommes, exactement. Et pourtant, si elles ont fait des études, c'est qu'elles se sont projetées à un moment donné pour être des femmes libres, autonomes, assumer leur vie, assumer des carrières. Et à un moment donné, cette carrière... mais elles sont vite rattrapées par le rôle des femmes. Voilà. D'ailleurs, on se rend compte que quand elles sont à l'université, les hommes, eux, ils ont des projets de carrière, des projets professionnels, et les femmes ont des projets de vie. C'est-à-dire que tout de suite, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et elles arrêtent. Une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, et bien entendu, ça ne va pas, ça, cette histoire. C'est-à-dire qu'on peut se demander effectivement pourquoi les femmes ne font pas carrière. Et une des raisons essentielles, en fait, c'est que même si elles sont en couple, en fait, elles sont comme si elles étaient des mères célibataires, parce qu'on est bien d'accord, les enfants se font à 2. Pourtant, toutes ces femmes qui étaient à l'université, parties pour faire carrière et qui ont fait en tout cas de belles études, 8 femmes sur 10, je crois que c'est une étude de l'Ipsos, qui disent qu'elles reconnaissent avoir sacrifié leur carrière pour s'occuper de leurs enfants et de leur famille en général. Et en plus, elles passent, bien évidemment, ça c'est un chiffre extrêmement connu, 2 fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères. Et puis, il faut quand même dire une chose la société envoie aux femmes un message subliminal, d'ailleurs il n'est plus tellement subliminal, qu'une femme ambitieuse, c'est pas glamour, c'est pas féminin. Une femme, ça doit pas. D'ailleurs, on dit elle a les dents qui rayent le parquet. On l'utilise beaucoup moins pour les hommes, cette expression. Et autant un homme en plus a d'autres fonctions. C'est un père, mais c'est aussi un citoyen. C'est aussi un mari, un amant, un copain. Autant une femme, toutes ces autres identités disparaissent. Et une femme, c'est quoi? C'est une maman. C'est-à-dire, c'est une mère. On est toutes les 4 des mères autour de cette table, mais on aimerait bien être considérées de temps en temps comme autre chose que des mamans. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'elles sont des mères avant tout qu'on a inventé une autre forme de travail, d'autant plus précaire, qu'on appelle le temps partiel, ce qui permet à une femme d'être avant tout une mère au travail. Ce qui est charmant, mais une mère au travail, de préférence pauvre. Parce que quand même, ce cadeau empoisonné, qui est d'autant plus, il faut quand même le préciser, pas choisi. Les femmes qui ne sont pas cadres, elles ne choisissent pas d'être à temps partiel, on le leur impose. Résultat des courses, c'est que travail à temps partiel égale salaire partiel, voilà. Retraite partielle, chômage partiel, et ça conduit tout droit à la pauvreté en fait. Et la deuxième chose qui est très un chiffre, 30% des femmes salariées le sont à temps partiel, ce qui est quand même énorme, contre je crois 6% des hommes. Tout à fait. Alors Martinique, donc c'est quand même. Voilà. Oui, tu disais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Sur les retraites. Sur les retraites. Que les femmes de 75 ans... C'est ça, que les femmes de 75 ans ont une retraite globalement inférieure à celle des hommes de 33% quand même. Oui. Donc déjà qu'on considère que les retraites ne sont pas très élevées, mais quand une femme gagne 33% de moins qu'un homme, elle est pauvre. C'est déjà et c'est le résultat de... Oui, et on est vraiment, comme tu dis, c'est une grande pauvreté chez les femmes retraitées. On le voit, on le sent partout.
En plus, quand on voit les problèmes de la santé, quand on voit l'augmentation de tous les frais qui sont inhérents à la santé, quand la politique sociale qui est menée, la politique de santé, elles sont punies deux fois. Les femmes sont punies deux fois. Absolument. D'avoir travaillé à temps partiel, d'avoir eu des petits salaires, des salaires précaires et d'avoir fait des enfants aussi, de s'être arrêté. D'ailleurs, dans la tranche Justement, la tranche, oui, exactement, des 25-34 ans. Donc, des femmes qui ont des enfants. 8,4% des femmes sont des pauvres. Vraiment des pauvres, contre 6% des hommes. Mais elles le sont d'autant plus que souvent ce sont des mères célibataires qui cumulent le fait de travailler à temps partiel. Donc elles sont seules à assumer leur famille et en plus elles ne travaillent qu'à temps partiel. Donc comment on s'organise ? Et il y a une petite résistance quand même, faut pas... les femmes résistent. Quand même. Voilà, parce que quand même, ces 5-6 dernières années, on constate que la retraite des femmes a augmenté. Parce que peut-être que justement elles ont compris que ce temps partiel c'était un piège et que quand même certaines d'entre elles se résistent et préfèrent conserver leur emploi quitte à mener des vies très compliquées parce que c'est très difficile de mener tout de front étant donné que les hommes eux ne partagent pas pour autant les tâches, n'éduquent pas autant, ne s'occupent pas de l'éducation des enfants, du partage c'est très très important. C'est Du coup quand même il y a eu une petite progression ces dernières années sur la retraite des femmes. Je veux juste donner un chiffre, je suis désolée, on vous balance plein de chiffres, mais c'est important parce que ils sont très parlants. C'est-à-dire que dernièrement, la retraite, tu me corriges si je me trompe, les hommes en moyenne, donc c'est une moyenne nationale, ont en moyenne 1700 euros par mois de retraite et les femmes 1100. Et il y a encore quelques années, les femmes c'était 800. Donc il y a une vraie différence entre 1700 et 1100 euros. On n'est pas dans le détail. Il faut préciser par contre que ça c'est vraiment national. Parce qu'en Martinique, ça se passe en France. Parce qu'en Martinique, la retraite moyenne des femmes, elle est plus près des 800 euros justement. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Que la retraite moyenne, tout à fait. Parce qu'il faut aussi dire que beaucoup de femmes ont eu des salaires précaires et elles ont le minimum vieillesse. Tout à fait. Et il y a beaucoup plus de femmes qui vivent du minimum vieillesse en Martinique. Surtout qu'elles vivent encore plus longtemps. Donc le minimum vieillesse ici, c'est 700 et 800 euros. Il y a justement un double effet, c'est qu'effectivement elles vivent plus longtemps, mais en plus on descend sur la base du revenu moyen qui est de 1000 et quelques euros, je crois, quand on arrive au revenu médian. Médian, c'est la moitié des femmes qui sont concernées, et plus on descend, 60%, et bien la masse des femmes pauvres est plus importante. Toujours plus importante. En fait, on calcule. C'est toujours elle qui, au fur et à mesure qu'on descend dans les revenus, elle représente la place la plus importante des pauvres parmi les pauvres. Et juste rajouter encore autre chose, je pense aux femmes de Roger Albert, qui sont voilà. Il y a un phénomène incroyable, c'est que les femmes en fait font pas beaucoup de carrière parce qu'elles s'occupent des enfants, donc elles travaillent. Et en général, statistiquement, une femme qui rentre secrétaire à 30 ans, il y a de fortes chances qu'elle finisse secrétaire à 60 ans, avec des augmentations de salaire extrêmement faibles, voire quasi, c'est juste les augmentations légales, parce qu'effectivement, quand on prend son mercredi, qu'on sait soit quand vous êtes appelé, c'est vous qui êtes appelé parce que l'enfant est malade, etc., c'est plus compliqué d'aller demander au patron une augmentation. Donc, donc les choses sont, les femmes sont vraiment les citoyens de seconde zone du monde du travail, quoi. Ouais. Et en plus, donc il faudrait quand même, on voudrait dire aux femmes de façon extrêmement forte que le temps partiel, pour celles en tout cas qui l'ont choisi, c'est vraiment un piège, qu'il faut qu'elles réfléchissent beaucoup, parce que si demain leur mari, je pense aux femmes cadres, leur mari les quitte, meurt, un accident, ou lui-même est au chômage, est au chômage, il faut qu'elles sachent que sortir du temps partiel et reprendre une carrière à temps plein et dans certains secteurs extrêmement difficiles, voire quasiment impossible. Donc voilà, c'est la décision qu'elles ont prise à un moment de prendre du temps partiel, elles vont le payer très très tard jusqu'à leur retraite. Voilà, donc c'est un piège. Mais enfin, il faut vraiment dire que pour la grande masse des femmes, avec la loi qui a été votée sur le temps partiel dans les années 80, au début au début du septennat de François Mitterrand, les patrons se sont engouffrés dans ce temps partiel. Ah oui, tout à fait. Donc dans le commerce, dans tout ce secteur formel. Je me rappelle justement de cette grève de Monsieur Bricolage, il y a 3-4 ans, où les femmes, elles travaillaient justement, elles faisaient grève parce qu'elles travaillaient à temps partiel, qu'elles avaient de très petits revenus.
Et personne ne voulait les croire, en plus, parce que dans la presse, on les a beaucoup dénigrées. Or, elles ont à un moment donné, judicieusement, fait des photocopies grandeur A3, c'est ça, Oui. de leurs fiches de paye. Certaines, pour la grande majorité d'entre elles, gagnaient 800 € par mois. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec 800 € par mois quand on a 2 enfants, qu'on a un loyer à payer, une gardienne, enfin, Mais comme le temps passe, il faudra qu'on continue. Oui. Ah, ouais. Oui. Alors, Effectivement, on va passer au troisième. au droit de disposer de son propre corps. Voilà. Donc, si on a acquis le droit à avorter, le droit d'accès à la contraception, etc., il faut quand même se rappeler que l'année dernière, en Espagne, le droit à l'avortement a été très attaqué. Cette idée a été reprise par certains groupes politiques ou aussi d'extrême droite. Et dans la société civile aussi, il y a des gens qui ont parfaitement entendu cet appel à l'abolition, entre guillemets, du droit à l'avortement. Et en France, on a Marine Le Pen. Le rembourser. Et Marine Le Pen qui agite l'avortement comme étant un acte. Comment elle dit d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit quelque chose d'absolument odieux. Ouais, un acte de complaisance. Voilà, et donc, pour cette raison de ne plus le rembourser, il y a aussi la fermeture des plannings familiaux. Du coup, l'accès aux soins spécifiques des femmes, les gynécos. Et les féministes se battent beaucoup en France. Voilà, exactement. On garde certains plannings ouverts. Tout à fait. Et dans les hôpitaux, on ferme les services. Exactement. Donc, du coup, l'accès à la santé est d'autant réduit. Et puis, il faut quand même aussi rappeler que, par exemple, le viol, qui vous paraît peut-être pas quelque chose ayant attrait au droit, mais si, puisque c'est le droit de circuler, le droit d'être bien dans sa peau, c'est le droit de se sentir bien dans son corps, de se sentir en sécurité. Le viol n'a été reconnu comme un crime que dans les années 80, et d'ailleurs en 1980, et il faut savoir qu'en 2013, il a été déclaré 75 000 viols en France. Et ça, ce sont juste les viols qui ont fait l'objet d'une plainte. On ne parle pas évidemment de tous ceux que les femmes taisent par honte. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des assises à Fort-de-France, 80% beaucoup des assises sont des cas de viol. Tout à fait. Et comme tu dis, les femmes qui ont osé dire quelque chose. Alors, il faut continuer, les dames. Oui, alors, en fait... tout ça pour vous dire que tout ce que l'on dit là, ce n'est pas... C'est pas très gai. Hein. Oui, mais ce ne sont pas nos propres conclusions personnelles, nos propres analyses. Elles sont surtout prises en compte par des institutions. Alors, par exemple, puisque le Conseil de l'Europe, qu'on ne peut pas accuser d'être une assemblée révolutionnaire, s'inquiète, je cite, des menaces grandissantes sur les droits des femmes, et que il appelle le Conseil de l'Europe appelle les 47 États membres à renforcer leurs efforts, toujours une citation, en matière d'égalité hommes-femmes, et selon l'organisation pan-européenne, des défis persistants subsistent, citant entre autres le recours trop fréquent à des stéréotypes de genre pour justifier et maintenir la domination que les hommes ont toujours exercée sur les femmes. Stéréotypes de genre, ça veut dire les femmes ne sont pas aptes à être des dirigeants. Les femmes, c'est ça, les stéréotypes de genre qui sont toujours fondés sur... Il faudra qu'on fasse une émission dessus sur la question du genre. Absolument. Voilà. Donc le 8 mars, tout ça pour vous dire que le 8 mars, c'est pas la journée de la femme. C'est bien une journée des droits des femmes et c'est une journée de lutte des femmes. Et c'est une journée qui permet à la fois de faire le point sur ce qui a été acquis, mais en même temps de rappeler aux femmes qu'il est nécessaire qu'elles s'engagent, qu'elles militent, qu'elles soient vigilantes pour maintenir leur acquis, mais aussi pour faire avancer leurs droits. Avancer les droits et faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Et puis qu'on aille aussi vers plus de justice sociale aussi, parce que là, elles accumulent beaucoup. Juste une conclusion, pour dire pour reprendre une expression d'une féministe nigériane assez connue, qui dit « Nous devrions tous être des féministes, puisque être une féministe, c'est vouloir l'égalité sociale, politique, économique entre les hommes et les femmes, somme toute une évidence. » Ça c'est sûr. Voilà. Merci. Merci à vous, merci à Géraldine, à Yamina et à Sylvie. Alors là maintenant, nous allons passer à notre rubrique « Quand et quand ».
Alors là, aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission, notre rubrique Tifier Tigasson, Camonté, Kanté Kant, à l'hypersexualisation. Et pourquoi? En effet, le rapport de la sénatrice Chantal Joanneau, qui a été écrit en 2012, contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité, faisait un lien direct entre le développement de la pornographie et le développement de l'hypersexualisation, dont nous avons parlé dans les émissions précédentes. Aujourd'hui, pour cette rubrique, nous avons choisi de parler de la pornographie parce que pour ce 8 mars, nous voulons absolument développer les analyses de la pornographie parce que c'est suffisamment grave. Le business du porno est suffisamment important et les conséquences sont assez graves sur notre jeunesse pour que nous fassions cette émission, cette rubrique sur le porno, sur le business pornographique. Alors, dites-nous, enfin, qu'est-ce que c'est que ce porno? Une définition. Vous avez remarqué que c'est moins qu'on regarde quand on demande la définition du porno. Bon, bref. On s'adresse à un spécialiste. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui, parce que je tiens quand même à dire aux téléspectatrices et téléspectateurs que Bibi, moi, je me suis tapé le week-end de regarder des films porno-book. C'est extrêmement ennuyeux, mais enfin voilà. Donc j'ai fait mon devoir. Donc je vais vous dire la définition, puis j'ai quand même regardé des certain de choses. Donc la pornographie, c'est quoi? C'est mettre en scène, ça fait beaucoup rire Emilia, tu regrettes de ne pas avoir été choisie, c'est moi, de mettre en scène des scènes de sexe supposées exciter les sens de la personne qui les regarde, et en général, la majorité des personnes qui regardent la pornographie sont des hommes. Donc la sexualité est le produit de notre éducation et un reflet de notre société. Donc des sociétés dominées par des hommes, parce que les hommes ont le pouvoir économique, social, politique, enfin bon, on vient de le démontrer. Donc la pornographie, donc ces sociétés d'hommes, la domination masculine, la pornographie et l'imaginaire traduit cette réalité. Ça veut dire que l'homme est le dominant sexuel et la femme une femelle soumise. C'est 80, voire 90% de la pornographie, le reste étant des petites choses, des petites niches, quoi. Enfin des trucs, vous aimez les animaux, les chats, les objets, voilà. Mais en fait, auparavant, pour voir de la porno, il fallait choisir d'aller au cinéma et choisir son film. Et donc, en fait, la porno, à cette époque-là, c'était vraiment... le choix personnel. Voilà, c'était clairement identifié comme une fiction, quoi. Et c'était pour les hommes qui avaient des fantasmes, quoi. Donc, mais dans les années 90, avec la venue d'Internet, donc là, c'est clairement venu chez nous, dans notre maison, dans nos foyers. Sans qu'on le choisisse. Non, on l'a pas choisi. C'est d'ailleurs, installé. Un clic et puis on ne sait pas pourquoi on tombe sur des images. Sur des médias où on regarde nos informations, où on regarde nos clips, nos films et tout ça. Et donc ça a mis la confusion. D'autant plus ça a développé. Il y a beaucoup de films qui ont été développés là, les films la Gonzo là, je sais pas quoi. Alors, C'est quoi ça, Gonzo? Le porno Gonzo, les films Gonzo, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple, c'est du mensonge. Alors en fait, ce sont des acteurs, et ce sont surtout des pseudo-amateurs. Voilà. On vous fait croire que le film a été réalisé par des amateurs. Télé-réalité. De la télé-réalité du sexe, effectivement. Des amateurs qui ne sont que des acteurs et des actrices, malgré tout, qui réalisent des performances sexuelles absolument invraisemblables. Et cette sexualité est présentée comme la sexualité de monsieur et madame tout le monde. Alors ils sont filmés pour faire croire que c'est de l'amateur, et bien dans des cadres un petit peu simplistes, mauvaise lumière, soi-disant chez soi en fait. Mais il n'en est rien. Et ces acteurs et ces actrices en plus sont particulièrement normés puisqu'ils sont tous épilés, gros seins pour les femmes, grosses fesses, gros pénis et toujours en érection de préférence. Donc voilà. En fait, ces images traduisent les fantasmes d'une poignée d'hommes, d'une poignée d'hommes nord-américains de l'industrie du sexe, environ 22 hommes entre 40 et 60 ans. Enfin, ce que nous voulons quand même dire, c'est qu'il faut être clair. Nous, les féministes, on estime que les fantasmes et les pratiques sexuelles, des uns et des quand autres, elles sont choisies et quand elles sont consentantes, nous n'avons aucun problème avec ça. C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent de leur sexualité. Mais ce qui nous dérange vraiment, c'est le fait que ces fantasmes nous soient imposés quotidiennement et que le porno business envahisse vraiment et devienne une norme dans les clips, dans les films et même dans la littérature. Et c'est absolument ça qui
contre lequel nous soulevons. Et pas nous ne sommes pas des personnes prudes, simplement que, comme disait Yamina tout à l'heure, quand on veut voir un film porno, on va dans un lieu pour ça, mais pas nous les poser. Avant, ça se passait avant, mais pas nous les poser. C'est vraiment, nous voulons quand même poser bien clairement les choses. C'est cet envahissement permanent. Voilà. Qui va jusque dans les chambres à coucher, c'est-à-dire qu'avant, moi je suis pas un perdreau de l'année, donc je suis née avant, moi je suis rentrée, ma sexualité a débuté comme beaucoup de gens avant l'invasion d'Internet, et c'est vrai que c'est des choses qu'on découvre, des pratiques qu'on découvrait avec son partenaire ou sa partenaire, tout seul, et là maintenant, à cause de ces images envahies qui sont auxquelles nos jeunes ont tout de suite accès sans aucune discrimination. En fait, voilà, les jeunes sont tous, par exemple, épilés. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes sont épilés, très jeunes. Ils pratiquent je suis désolée pour les enfants qui sont devant leur télévision, mais la sodomie, la fellation sont des pratiques qui sont immédiates, obligatoires. Dans l'entrée, en plus dans l'entrée de la sexualité, alors qu'avant c'était des choses qu'on découvrait, parce qu'on n'a rien inventé, que les jeunes ne croient pas qu'ils ont inventé des trucs. Ça existe depuis que les hommes et les femmes existent, depuis, j'allais dire, la nuit des temps, la formule préférée de Sylvie. En fait, une jeune fille qui est une vraie femme et qui est populaire, elle fait ce genre de choses. Pour être populaire, il faut faire. Et les garçons pensent qu'il y a un certain nombre de choses qui sont vues dans les films porno et que soit leurs partenaires vont aimer, soit qu'ils doivent faire, en oubliant, et j'ai eu une discussion récemment, en oubliant que c'est du cinéma. Ça veut dire que les gens qui font ça, ils sont pas là pour prendre leurs pieds. Ce sont des acteurs qui sont payés parfois assez cher pour faire du cinéma et de faire croire que c'est agréable, mais c'est pas une norme. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que les jeunes maintenant, ils se filment. Ah oui, alors ça c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait, ils se filment, et alors le problème c'est que les femmes, dans l'absolu on pourrait se dire après tout, pourquoi pas filmer son petit truc pour soi tranquillement, sauf que le problème c'est que ce genre de vidéos sont souvent diffusées sur internet, et que ce sont souvent les jeunes filles qui en sont victimes. Et on a vu les catastrophes dans les établissements scolaires. Voilà, c'est des conséquences. Alors les jeunes filles victimes, parce que les jeunes filles elles sortent du... Alors on est complètement en plus schizophrène, parce que d'un côté elles doivent avoir une sexualité complètement débridée et l'imagerie de cette pornographie, et de l'autre côté on leur impose une espèce de rigueur morale, donc c'est un peu bizarre. Et puis par contre les hommes, ces jeunes garçons, eux ils sont valorisés dans ces films. On n'a jamais entendu dire de gens qui font circuler ce genre de vidéos que le jeune homme là c'est un salopard. Non, c'est la jeune fille qui est une salope. Il y a quand même une chose pour le jeune homme, c'est que le jeune homme ça l'enferme aussi dans quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Qui est terrible, parce que lui aussi là, il y a des choses de performance, et surtout, il y a un film assez intéressant australien dont j'ai oublié le titre, mais en cherchant sur internet on peut trouver, où on interviewe des jeunes hommes qui disaient qu'ils ont eu du mal à avoir des relations, ils comprenaient pas pourquoi leur partenaire les quittait, etc. Parce qu'il faisait tout ce qu'il fallait, lui éjaculait dans la figure, lui faisait des machins, et là visiblement la partenaire elle n'avait pas l'air contente, et il comprenait pas, parce que dans les films ce qu'il pensait être cette pseudo-télé-réalité, la fille elle avait l'air d'être en extase, donc pourquoi ma partenaire n'est pas en extase? Ben oui mon coco, mais parce que c'est du cinéma et que personne te l'a dit, donc on le dit. Et qu'on n'aime pas ça. Voilà, c'est ça. C'est pas une obligation, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà. Bon. Bon, oui. Donc, et en fait, maintenant, les actrices porno, en plus, qui sont érigées comme modèles, donc en plus, elles se reconvertissent dans le cinéma, dans la télé, dans la communication. Et en fait, pour tout le monde, le porno, c'est devenu un choix de carrière. Une porte ouverte à une voilà, porte ouverte actrice porno, c'est un métier. Avec fiche de poste. Voilà. Tout à fait. Détaillé, tout. Donc, et en fait, c'est un leurre. Parce que oui, ça rapporte du fric, ça fait croire que ça rapporte du fric, que c'est... beaucoup moins que ceux qui filment. Voilà, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est, oui, le gars qui filme, qui diffuse des vidéos, oui, il est peut-être une, mais toi qui es actrice, non. Donc en plus, ils croient qu'ils sont dans la respectabilité alors que non. Et c'est on leur renvoie tout le temps. Tout le temps au visage que ce sont des objets oui, 30 sexuels. ans après, on leur renvoie encore ça à la féministe. Voilà. Et puis les féministes, elles se sont suffisamment battues pour la liberté sexuelle des femmes pour pouvoir accepter sans rien dire cette marchandisation, cette consommation du sexe en dehors de toute relation humaine en fait. Enfin, c'est tellement déconnecté des sentiments, etc. que c'est pas...
On peut pas penser qu'une société puisse se construire sur ça. Oui, mais c'est au profit de quelques En revanche, capitalistes sans scrupules. c'est ça. Sans Voilà. scrupules. Tout à fait, parce que la pornographie, ça génère beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, on avait un chiffre en 2013, c'est 57 milliards Ouais, c'est ça, je crois. de dollars. Donc, c'est une industrie industrie poids lourd. quoi. Poids lourd, comme on dit. Voilà. Et Donc, puis je on pense qu'on va faire... Ah, faut pas le dire, peut-être. Qu'on va se faire un petit film. Je savais que tu allais le dire. Alors, Sans moi. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Alors, l'esthétique porno, et comme on le disait tout à l'heure, a tout raccourci, robe, jupe et tout, mais enfin, c'est pas ça le plus grave, hein, a allongé les tailles des talons, grossi les seins, les fesses, comme tu le disais, et les femmes sont sommées de devenir aussi aguichantes que les actrices porno. Et tu disais tout à l'heure, par rapport aux prostituées, qu'est-ce qu'elle disait Que les prostituées disent qu'on ne les remarque plus. Parce que C'est les une femmes, blague. C'est une blague que les femmes, dans la vie de tous les jours, s'habilleraient de la même manière qu'elles. Donc, Alors, mais et ça, c'est effectivement, ça, c'est l'imagerie ça. pornographique. Hein. Ouais. Mais ce qu'on veut quand même dire, que ce n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, Géraldine, c'est pas le fait d'être en jupe courte qui nous dérange. Oui, parce que franchement, enfin, nous, on trouve qu'il y a assez de Si on dictats, l'a on choisi impose sur trop de les choses aux billets femmes, on va pas en plus en rajouter en disant non, c'est mal d'être en mini-jupe et en talons de 10 cm. Non, nous, ce qu'on veut dire, c'est que si vous êtes bien dans vos talons de 10, sur vos talons de 10 cm et dans votre mini-jupe avec vos jambières, votre décolleté vertigineux, mais nous, les féministes, on vous dit, mais allez-y, enfin, je veux dire, aucun problème. Le seule chose qui nous gêne, c'est êtes-vous bien sûr de n'avoir pas été influencé dans votre choix par ce que vous avez vu dans la pornographie, etc. Et par ailleurs, comme la pornographie renvoie l'image d'une femme habillée comme ça, c'est une femme offerte, puisque dans tous les films porno, il y a pratiquement les préliminaires, c'est de la rigolade, hein, c'est hop, elle est d'accord de toute façon. Donc après, ça renvoie l'image, d'ailleurs on le dit tout le temps dans les pornos, salopes, enfin, les femmes se font traiter, sont très maltraitées pendant l'acte sexuel. Donc du coup, ces femmes habillées comme ça, elles renvoient en même temps une image, on se permet de leur dire des choses inimaginables, alors qu'elles, au départ, quand elles se sont habillées, elles n'ont pas pensé à ça. Voilà. Donc, Elles sont à consommer, en fait. elles sont à consommer, voilà. Oui. Alors, pour conclure, nous dirons quand même qu'il y a des conséquences psychologiques et sociales énormes pour ces jeunes filles. Ah bah oui. C'est... Ah bah oui, puisqu'on assiste quand même à un recul des solidarités, on trouve des solidarités entre femmes, puisque les femmes sont en compétition, enfin sont censées érigées comme rivales. Voilà, pour gagner les faveurs du mal. Donc c'est quand même du mal, pas du MA accent circonflexe, du mal. Donc c'est quand même assez dramatique. Et puis c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps à se demander quelle jupe, la taille de sa jupe, la taille de ses seins, la taille de son pénis, etc., la hauteur de ses talons, on a beaucoup moins de temps à consacrer, on a beaucoup moins de temps de cerveau utile pour penser à la pollution des sols et des eaux. Avoir une vie citoyenne. Absolument, pour avoir une vie citoyenne. Puis alors, par penser à ses perspectives professionnelles et personnelles, alors là, on n'en est pas là, il faut vite choisir qu'est-ce que je vais mettre. Je vais avoir le soutien-gorge là ou là. Alors, allez voir se mobiliser sur la question des droits des femmes. Ah bah oui, ah bah alors là, on est loin. Là, on en est loin, hein, voilà, oui. Alors, nous disions qu'il faut quand même relier la critique de la pornographie à la critique de la société de consommation à laquelle on est en train de nous conduire. De la marchandisation. Et qui nous conduit droit au mur, marchandisation des corps, consommation à outrance, etc. Avec la promotion de la conception du marché, du profit à tout prix, etc. Donc, et le porno s'inscrit complètement dans ça. Donc, et la vraie liberté consiste à refuser vraiment ces marchands de pornographie et qui nous disent comment faire, quoi. C'est ça, on n'a pas à nous dicter notre sexualité, en clair. Voilà. Donc les féministes, nous luttons pour une vraie liberté sexuelle, une liberté à la fois libérée, enfin qui ne répond pas aux dictats ni des conservateurs, ni de ceux des marchands de pornographie, des marchands de Qui sexe. se présentent comme des libérateurs. Ah oui, des libérateurs, ils nous ont libérés. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sauf qu'ils ont peut-être mis plus en danger encore. Tu dis- En fait, je sais pas. quand on est parent, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la seule solution, c'est effectivement d'aiguiser le sens critique, c'est-à-dire de bien dire que ce que vous voyez, c'est du cinéma, que ce sont des acteurs payés. Enfin, il faut quand même savoir, je suis désolée de rentrer encore dans le détail, mais que souvent, dans les films homosexuels, les acteurs qui jouent dans ces films homosexuels sont des hétérosexuels, majoritairement. Donc ça veut dire que
Il n'y a pas de désir et pourtant ils font l'amour en direct en vrai, avec un autre homme. Mais c'est du cinéma, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle. C'est pas l'amour justement. C'est pas de l'amour, c'est sexuel, voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de désir, c'est pas possible. Enfin, c'est exclu de ça. Et puis développer l'estime de soi. Développer l'estime de soi. C'est-à-dire dire à nos filles. Dire à ces enfants qu'on les aime aussi déjà. Qu'on les aime, oui. Comme elles sont. Exactement. Et que leur choix, il faut pas que leurs choix sont les leurs et qu'ils sont importants. Et qui sont importants, que ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont envie de porter ou pas porter, c'est ça qui doit guider leur choix et pas le fait que ça fait bien. Quand on est une fille, on doit être. Ah, exactement. Donc c'est ça, il faut leur dire. Et puis effectivement, dire aux garçons aussi, de pas cacher leurs sentiments, c'est ça. De pas cacher leur sensibilité, leurs sentiments. De pleurer s'ils ont envie de pleurer, effectivement. D'être malheureux s'ils ont envie de malheureux. Et puis de dire aussi je t'aime, parce que c'est pas une insulte, je sache. Et sans craindre de se faire traiter et insulter de Macoumé, puisque quand même c'est une insulte de cours d'école, quoi. Mais même nous, les femmes, il ne faut pas qu'on traite ou qu'on se laisse traiter de traîner, de salope. Il faut qu'aussi on arrête de traiter les femmes de bimbo, voilà. Et puis il faut qu'on soit solidaire entre nous. C'est très important. Voilà, que ce ne soit pas une femme qui traite une autre femme de salope, de bimbo. Alors, ça pas bien. Non. Et puis, parce que c'est rentrer, c'est accepter cette concurrence qu'on nous a. Exactement. Puisqu'on fait comme les mecs. Et ce jugement, Et puis il faut muscler la personnalité de nos enfants, leur offrir aussi d'autres activités, les sortir de ces écrans, vraiment essayer de faire naître d'autres intérêts. Mais là, dans cette notion de d'autres intérêts, des activités culturelles, physiques, sportives, il faut aussi que les pouvoirs publics s'y mettent. Parce que ce n'est pas évident non plus pour les parents d'emmener les enfants voir de bons films, de les emmener faire du sport, de les emmener faire de la danse, de les emmener faire de la natation, parce qu'il y a des problèmes de transport, d'argent, et il faut que les pouvoirs publics aussi, en mettant toutes ces choses à la disposition des parents de façon gratuite, de façon ouverte, et l'accès à part les transports, ça permet aussi d'offrir autre chose à nos enfants. Et voilà un petit peu ce que nous voulions dire. Et puis on dit aussi à tout le monde, qu'est-ce que nous allons dire toutes? Il faut lutter pour une autre société. Ça c'est important, lutter pour une société d'égalité entre les hommes et les femmes. De justice sociale. Et puis vraiment, il faut qu'on s'arme contre cette hypersexualisation. C'est important, contre la pornographie. Merci. Voilà, donc nous avons essayé tout au moins d'analyser ce que c'est que la pornographie aujourd'hui. Là, maintenant, nous allons passer à notre rubrique culturelle et ce sera un véritable plaisir. Alors là, aujourd'hui, nous allons voir Sarah Corinne Emmanuel, qui est une amie, nous la connaissons très bien, qui est la sœur d'une membre de Culture Égalité, Huguette. Alors c'est un extrait d'une pièce mise en scène par Hervé Deluge et interprétée par Sarah Corinne Emmanuel qui s'appelle Mais qui ça nous l'est, mais qui ça nous l'est, qui ça nous l'est, qui ça c'est Femme Lanley. Alors l'auteur et les textes ont été choisis, agencés par Emma Bell, qui est Huguette. Voilà. On regarde donc Sarah Corinne. Mis en crème pour blanchir. Et si moi de la changer, si on trouvait qu'on trouve blanc qu'on congregaché, si on les bronzer, bon, ni ça qu'il faut tout. Mis un petit la pommade pour la peau, ça plaît, c'est quand ils l'ont gant pour engiver au plus plate. Mais sous les frisés, bon, ni ça qu'il faut tout. Mis un crème pour blanchir donc. L'appétit pour l'homme, pour pied. Ni pour rougir bouchou. Mais si vous les blés, vous faites. Bon, ça qui faut tout. Ni un petit piercing pour honner l'ombricot. Ou que ça l'envier à tic-tac plus plaisir. Mais sur les tatouages. Bon, ça qui faut tout.
Mis anti-comprimé pour ça maigrir vu qu'il mec qu'on séduit. Mais sur les grossis, en této bien fesses, ni ça qui faut tout. Mais si là, pour ce catalogue, rend tout nom fou et fait encore plus plaisir. Mais si frère l'air aussi, ni ça qui faut tout. Et pendant ton temps là, mon gros grec vaillant, moi qu'à manger l'argent, ta maman, ta fille, et petit pays noir, oh, moi c'est ça qu'il faut pour. Ils ont l'air encore. Quelque chose pour boire la force, pas l'entier pays, libérer feu maintenant. Ah, t'as la main pas une pièce. C'est encore faut trouver. C'est encore ça pour trouver. Partout, c'est la même histoire. À Téhéran, les femmes se font refaire le nez pour avoir l'air moins iranienne. À Pékin, elles se font briser les jambes et allonger les tibias pour gagner 2 ou 3 centimètres. À New York, elles décident de passer sur le billard pour se faire raccourcir les pieds et entrer dans leur escarpin Manolo Blahnik. En Asie, en Afrique, elles se font refaire la peau. En Corée, elles décident d'ôter la touche asiatique de leur regard en faisant débrider leurs yeux. La peau et les cheveux des femmes les omnibulent de telle sorte qu'il reste très peu d'espace pour penser à la guerre en Irak ou à quoi que ce soit d'autre en fait. Elles passent à côté du reste du monde. Depuis que Miss Martinique est devenue Miss Monde, puis après Miss Univers, la plupart des jeunes filles d'ici se veulent être les Miss les plus rachitiques de l'univers. Elles ont toutes l'air de tuberculeuses en phase terminale. Quand au cours d'une émission de TV, 20 sur 20, on a demandé à un groupe de jeunes filles si elles préféraient être grosses ou perdre un bras, elles ont répondu, unanime, perdre un bras. Si je veux être une fille bien, il faut que j'inspire, que j'expire, que je me dépense, que je me gomme, que je me rase, que je m'épile, que je me muscle, que je me fasse trouer, percer, boucler, découper, que je me fasse couvrir, raccourcir, rétrécir, que je m'allège, que je meure de faim et que je meure à la fin. Alors, je descends du tapis de course capitaliste et je vais inspirer un grand coup et trouver le moyen de survivre sans être mince et parfaite. Je vous invite à me rejoindre et arrêter d'être quoi que ce soit, qui que ce soit d'autre en dehors de vous-même. Dites non aux faiseurs d'images et aux vendeurs de magazines et aux chirurgiens esthétiques. Dites-leur que vous n'avez pas peur, que ce qui vous effraie, c'est la mort de l'imagination,
de l'originalité, la mort de la métaphore, la mort de la passion. Maëva, ma fille, aussi tellement jolie, qui bon Dieu doit être carré, les ikawa fini. Maëva, ma fille, yo qu'elle doit faire concis, mais rien pas écrit, et que chaque femme pour choisir. Maëva, ma fille, la vie c'est un défi, mais c'est ça qui n'est pris moins faire pour ça aussi. Maëva, ma fille, pour refuser Sibi, et tiens femme qu'on en y. Maëva, ma fille, Maëva, ma fille, aussi tellement jolie, qui bon Dieu doit carrer les ikawa au fini. Maëva, ma fille. Merci à Sarah Corinne, merci à Annabelle, à Huguette, merci à Hervé Deluge. Merci, ça nous remplit d'émotions. Ouais. Alors voilà, pour terminer, nous rappelons nos rendez-vous. D'abord le samedi 28, le Carbet de l'égalité sur l'hypersexualisation, j'y arriverai un jour, hein. Oui. Le samedi 28. Et aussi, samedi, vous pouvez, le 7 décembre, le 7 mars, c'est n'importe quoi, le 7 mars, pour le temps fort, pour la journée internationale des droits des femmes. Et puis, mobilisons-nous, venez à cette journée, venez, faites une action pour cette journée internationale des droits des femmes. C'est important que chaque femme puisse dire, c'est pas la journée de la femme, les roses qu'on nous donne, les baisers, bonne fête. Non, c'est pas la bonne fête. Eh ben, rejoignez-nous le 7 mars à 10h à la rue Piétonne. C'est pas la fête des mères. Et à la rue Piétonne le samedi. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Zouk TV. Et puis, nos salutations féministes. Merci. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir. Bye bye.